Bonjour, bonjour. Alors, il y a tout le monde qui arrive. Bonjour. Bonjour Camille. Ça va, Tess? Oui, ça va et toi? Ah, ça va très bien. Tellement contente de faire ce webinaire, ce workshop. Pareil. Ah, je suis trop contente. Ouais. Il est quelle heure en France? Ça est 18 heures. Il est 18 h et chez toi? 9 heures du matin. Voilà. Ouch! Donc, on est entre la bière et le café de notre côté. C'est ça. Bonjour à tout le monde qui nous rejoint. J'imagine beaucoup ce soir, cet après-midi. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent. Vous avez accès au chat. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à mettre où est-ce que vous vous trouvez, hein, où est-ce que vous êtes plutôt au moment du café, au moment de la bière. Dans quel endroit est-ce que vous vous trouvez? Et puis, est-ce que vous venez ici en tant que parent, en tant qu'éducateur, éducatrice, en tant que professionnel, que journaliste. Voilà. N'hésitez pas à partager, à vous présenter, comme ça on voit un petit peu qui est dans la salle et on va commencer dans une petite minute, Camille. Oui. Nice. Alors, je vais regarder ici dans notre chat. Bonsoir. Ah, voilà, je vois dans le Q&A. Je vous laisse parler ici. On a plusieurs personnes qui nous rejoignent. On est déjà une bonne trentaine. Je reconnais certains noms. Mhm. Bonsoir à tous. Je pense que vous pouvez ouvrir le... C'est un Q&A, mais vous pouvez aussi interagir là-dedans. Bénédicte, bonjour, ni café ni bière, juste à l'écoute, intervenante en éducation sexuelle. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. On a aussi Blanche, deux psychologues encore au travail près de Marseille. Bonsoir, Agathe et Blanche. Oui, alors le chat est désactivé, vous pouvez le mettre dans le Q&A. Bénédicte de Toulouse. On a Gwenaëlle, bonsoir Gwenaëlle. On a Magali, maman d'une jeune Bonjour, de Magali. 23 ans, Ouais. ado 14 et 13. Nice. Et on a Suzanne de Rennes. Ah, bonsoir Suzanne, super éducatrice en sexualité aussi, Suzanne. Ah, trois ados et psychologues. Bonjour, Valérie. Vous devez avoir du boulot. Oui. On voit Sophie aussi, suisse, éducatrice en santé sexuelle et enseignante primaire. Plein d'éducateurs éducatrices. Ah, génial. Marie-Lou, Mhm. excellent. Bonjour, Pierre. Ah, Pierre travaillé dans une école alternative. Génial. Ouais, vous êtes plein, plein, plein à nous rejoindre. On est déjà pas mal. Est-ce que, Camille, est-ce qu'on se lance? C'est parti? Allez, c'est parti. De nouveau, merci à tout le monde. Bonsoir d'être là pour le deuxième webinaire en français avec The Point Conversation. Aujourd'hui, on va parler en particulier de la régulation versus éducation, hein, comment est-ce qu'on parle de la pornographie avec les jeunes. Ce soir, on sera deux à faire la présentation. Il y a moi-même. Je m'appelle Tess, je vais passer ici, voilà. Je m'appelle Tess Van der Haag, j'utilise le pronom elle. J'ai fondé Yes Tess Éducation. Je suis une éducatrice en santé sexuelle, en sexualité positive. Je suis originaire de Belgique, mais je travaille au Canada depuis plusieurs années et en collaboration avec The Point Conversation en français. Moi, mon travail, c'est principalement de travailler avec les écoles, avec donc les élèves, les enfants, les familles, le personnel enseignant et aussi de pouvoir former de plus en plus des éducateurs et éducatrices à offrir des ateliers en santé sexuelle. Et je vais laisser Oui. Camille se présenter. Et donc moi je suis Camille, je suis une maman de famille nombreuse, donc j'ai un ado et des enfants tout petits, mais qui utilisent déjà beaucoup la technologie, et je suis également entrepreneur. Et avec mes associés, nous avons créé une plateforme de vérification de l'âge pour l'accès au contenu régulé pour enfants. Voilà, et donc du coup, c'est dans ce cadre-là que je collabore avec The Porn Conversation pour voir comment est-ce qu'on peut aider à la prévention de la diffusion de ces contenus aux plus jeunes. Voilà.
Alors, pour l'agenda d'aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. Il y a Camille qui va commencer avec plusieurs points sur l'aspect législatif. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? Oui. Hum, Donc, il va aborder les points sur les nouvelles lois, quand est-ce que ce sera mis en application. On va parler un petit peu des avantages. Et puis, on passera en particulier sur justement le problème de la pornographie gratuite en ligne. Comment est-ce que ces mesures de vérification d'âge vont être mises en place, en particulier en France? Et je passerai un peu de temps à parler justement, au-delà de cette législation, comment est-ce qu'on peut mettre en place une éducation aux médias, une éducation à la pornographie qui a vraiment un impact pour aller non seulement en fait, sur la restriction, mais surtout sur l'éducation hum. derrière. Comme vous pouvez le voir, vous avez accès au Q&A, donc aux questions-réponses ici à droite. Je vous propose d'aller mettre toutes vos questions dans cette boîte-là. On répondra aux questions à la fin. On garde 15 minutes à la fin pour les questions. Nous, on va parler plus ou moins pendant 30 minutes. Donc, on gardera toutes vos questions pour la fin. S'il y a vraiment une question sauf s'il y a une question de compréhension, par exemple, sur le vocabulaire qu'on a utilisé sur un mot particulier, n'hésitez pas, on gardera un œil quand même sur le chat. Alors, on va commencer tout de suite Alors, du coup, je avec les commence. lois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je pense que vous n'avez pas échappé à l'actualité, hein, qui est très, très présente en ce moment en France. Nous avons un certain arsenal de lois qui commence à être discuté en ce moment même, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Et ce jeu de loi devrait permettre de mieux protéger les enfants, les adolescents, et d'ailleurs, pas que. En fait, la loi enfin, présente un canevas un peu plus large. L'idée, c'est de sécuriser et de réguler l'espace numérique. Et il y a tout un volet vraiment dédié à, à la préservation, on va dire, de la sécurité des plus jeunes. Et donc, ce que propose en fait ce projet de loi, c'est de confier en fait au régulateur français qui s'appelle l'Arcom un pouvoir de sanction aux plateformes qui n'obéissent pas aux nouvelles règles beaucoup plus présentes de vérification donc de l'âge. Et donc, cette loi donc oblige les plateformes en question, donc les plateformes de pornographie gratuite, à mettre en place des systèmes qui vont effectivement empêcher des personnes mineures d'accéder au contenu qu'elles proposent. Et cette fois-ci, contrairement à tout le set de lois qu'il y a pu avoir par le passé, il semble y avoir des sanctions beaucoup plus fortes et beaucoup plus impactantes, puisque l'Arcom est directement capable, sans avoir besoin de passer par un juge et par tout un ensemble donc, de recours à la loi un peu complexe, de pouvoir directement sanctionner les plateformes en question. D'abord d'un point de vue pécunier, avec 4% de leur CA, de leur chiffre d'affaires, hein, donc mondial. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une plateforme, évidemment, qui est immatriculée dans un endroit qui diffuse en France et dans d'autres pays, bah, du coup, ils sont capables d'aller vous chercher sur votre chiffre d'affaires au global. Et ça, comme ce sont des plateformes qui brassent beaucoup d'argent, on va dire que c'est assez dissuasif. Il y a aussi tout un système de blocage d'accès et de déréférencement qui empêcheront du coup les jeunes ou qui que ce soit d'ailleurs d'y accéder. Cette loi, en fait, est censée être promulguée avant la fin de l'année 2023, donc il y a de gros effets d'annonce du gouvernement. On a très envie de les croire, nous, et on sent qu'il y a une vraie envie de pouvoir... et surtout, c'est bipartisan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'a pas du tout de discussion politique ou politicienne sur le sujet. Les gens sont vraiment intéressés au sujet, donc ça change. Il y a déjà eu une adoption faite par le Sénat en juillet dernier, et là, comme je vous disais, donc cette semaine, les débats sont en cours à l'Assemblée. Donc, on croise les doigts pour que cette loi émerge pour de vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France que cette loi, que ce type de loi sont discutées. On a les mêmes au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, voilà. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mesure réelle à des plateformes digitales pour pouvoir vérifier l'âge de leurs usagers. En fait, il existe plusieurs méthodes technologiques. Il y a simplement la méthode de vérification d'un document d'identité ou d'une identité numérique, c'est-à-dire quand vous arrivez sur la plateforme en question,
Au moment où vous cliquez sur J'ai plus de 18 ans, eh bien, on vous demande, par une pop-up qui arrive, de pouvoir présenter votre document d'identité qui va être vérifié par des systèmes algorithmiques. Vous avez probablement tous déjà un peu utilisé ça, plus pour des solutions du type signature de crédit ou autre par la banque. Et bien, justement, l'usage va s'étendre. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'estimation de l'âge par selfie. Donc aujourd'hui, là, vous voyez donc, sur la caméra, comme ça, quand vous voyez les traits de mon visage, en fait, ces systèmes permettent de cartographier le visage d'un humain et de pouvoir dire, en fonction d'un certain nombre de points précis, de pouvoir estimer si j'ai 6 ans, 18 ans ou 98 ans. Dans notre cas, ces systèmes sont, on va dire, fiables à 95%. En fait, ils sont fiables, ils permettent d'éjecter de la consultation du site toutes les personnes qui vont avoir 10, 12, enfin en dessous de 10, 12, 13, 14 ans. Évidemment, les choses vont devenir un peu plus floues. Quelle est la différence physique entre quelqu'un qui a 15 ans et quelqu'un qui a 17 ans, 3 quarts et quelqu'un qui a 18 ans et 2 mois? Évidemment, c'est moins fiable dans ces zones-là. Mais évidemment, ce ne sont pas ceux qui sont visés. Ceux qu'on vise par ces systèmes-là, c'est d'éliminer vraiment les tout petits qui pourraient tomber sur ces sites-là par hasard ou entraînés par d'autres. Voilà. Et enfin, il y a une barrière qui est celle qui est la plus régulièrement adoptée en ce moment par les plateformes qui sont... Il y a tout un type de plateformes qui sont militantes. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps de faire la différence entre les plateformes payantes et les plateformes gratuites, mais en tout cas, dans tout ce qui concerne la pornographie gratuite, il est possible pour eux de mettre en place des mécanismes de paiement à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez simplement votre carte bancaire sur une plateforme sécurisée. Ça permet de voir que vous êtes un adulte. Alors, en théorie, vous êtes un adulte qui avait accès à votre carte bancaire et ça permettra également d'écrémer un certain nombre de jeunes qui pourraient avoir envie d'avoir accès à ça. Et ces mesures, en fait, vont être régulées par l'Arcom. Donc, vous vous rappelez le fameux organisme qui va être capable de sanctionner. Et ils sont en train d'établir un référentiel technique. Et ce référentiel technique devrait sortir au même moment que la loi ou un petit peu après. Et évidemment, la CNIL aura son mot à dire parce que vous comprenez qu'il y a aussi tout un ensemble de questions liées à l'anonymat des gens, liées à la protection de vos données. Si vous laissez votre carte d'identité, il y a plein de choses qui peuvent se poser comme questions. Et donc, la CNIL est très, très vigilante et réclame que ces solutions présentent ce qu'on appelle le principe du double anonymat, c'est-à-dire que les solutions ne doivent pas connaître l'identité, elles doivent être capables de permettre la vérification, mais sans savoir pourquoi l'identité est requise et ne doivent pas, évidemment, certainement pas transmettre au site l'identité de la personne. Voilà. Oui, oui, j'imagine que c'est important aussi, justement, voilà, pour le contenu ou en fonction des pays dans lesquels Tout à fait. c'est consulté. Tout à fait. Excuse-moi, je passe à la page Un suivante. petit, ouais. Voilà. Et donc la question qui se pose, effectivement, là, c'est la voie qui a été prise, comme je vous disais, par plusieurs pays. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage à bloquer, interdire les sites pornographiques gratuits? Et donc, là, en fait, le vrai sujet, c'est que l'enjeu n'est pas tellement d'interdire, mais vraiment de mettre fin à l'exposition des enfants. Et même parmi ces enfants, il y a plusieurs catégories, vraiment les tout petits, qui sont amenés pour des raisons scolaires ou autres à naviguer, et puis même simplement de profiter de toute la connaissance qu'on peut avoir sur Internet. On a le droit de pouvoir se balader sur Internet quand on a 7 ans, 8 ans, évidemment, moyennant le temps d'écran, etc. Mais voilà, c'est une expérience éducative qu'on doit pouvoir faire de façon sécurisée. Et donc, la question, c'est comment faire pour ne pas tomber sur ces contenus-là. Et donc, oui, il y a un avantage à bloquer, c'est l'accès par mégarde, qui est quand même une grande partie des accès des tout petits. Il y a aussi un intérêt à bloquer l'accès pour des plus jeunes. On va parler d'une tranche allant de 9 à 10, 11, 12 ans, où on trouve déjà des enfants qui vont être assez addicts à ces contenus. L'idée, c'est de ne pas de ne pas permettre que cet accès soit extrêmement simple. Et enfin, l'idée est de faire en sorte que pour ceux qui sont plus âgés, eh bien, si accès il doit y avoir, ils doivent se rendre compte qu'il y a une... Et ce n'est pas la même chose qu'un accès facilité et hyper simple. Il faut permettre l'utilisation des identités numériques et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse sécuriser la persistance de ces vérifications. Enfin, ça arrive souvent de tomber par erreur. Est-ce qu'on a des
de savoir Oui. exactement genre, le nombre Mmh. d'enfants qui tombent par erreur sur ces Oui. sites-là? Alors, selon les dires des enfants que l'on a obtenus avec une étude récente de l'Arcom, 90% des jeunes de moins de 8 ans qui sont tombés sur des contenus pornographiques le sont Ouais, tombés dessus par ouais, hasard. waouh. Et ça, c'est terrible. Ouais, en même temps, Et si déjà ouais, c'est pas étonnant parce que finalement, même en tant qu'adulte, on tombe parfois sur du contenu par erreur, hein. On essaie voilà, on a absolument, les 2, même sur des sites d'information ou voilà, tout à fait. ou sur certains liens, Ouais, il y il a suffit de beaucoup d'images cliquer. qui sont disponibles, Ouais, sans même forcément être en train de le chercher. absolument. Et le simple fait d'écrémer déjà toute cette partie de visite inutile, non demandée, bah, ce sera déjà une grande avancée. Complètement, ouais, ouais, non, c'est certain. Mmh. Parce que, beh, justement, enfin, on le sait, hein, les au-delà de ça, beh, comme tu l'as mentionné Camille, enfin, il y a vraiment un problème, de cette enfin, cette la quantité d'informations et de pornographie qui est disponible gratuitement en ligne, hein. C'est tous ces sites qu'on appelle un peu les tube sites, hein, beh, de la même façon que YouTube, mais avec des tubes, gratuits qui sont disponibles, sur lesquels on peut tomber n'importe où. Donc on le sait, tu l'as mentionné, c'est tellement facilement accessible ou même Mmh. par erreur que, ben, c'est tout le temps là. Et malheureusement, les enfants vont tomber dessus de plus en plus jeunes, hein. On a les chiffres, tu le mentionnais, 8-9 ans, on sait que l'âge moyen de la première exposition à la pornographie, Oui, elle avance sans arrêt. Je pense que les oui, derniers chiffres qu'on a, c'est peut-être, c'est oui, aux alentours de exactement. 10 ans, C'est c'est ça la c'est exactement ça. moyenne? C'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc ouais, ils ont pas du tout les outils pour Décoder. comment gérer, ces images, ces informations, et les enfants ou les adolescents, adolescentes même sont, beh, vraiment amenés à croire que, c'est la réalité, c'est pas des histoires qui sont fictives, hein, et que c'est réel parce qu'on n'a pas les outils pour comprendre c'est quoi la différence entre le vrai et le faux, autant qu'on a les outils pour savoir que, ben, un film de super-héros, c'est une fiction. Là, un film pornographique, on voit juste du pas faire la différence à cet âge-là entre, quelque chose qui est quelque chose qui est faux, qui est de la fiction. En plus de ça, malheureusement, c'est sur la quantité de pornographie gratuite en ligne, c'est de la pornographie qui est de plus en plus Oui, violente, c'est énormément, misogyne, et puis, ça donne une idée vraiment fausse, en fait, de ce qu'est la sexualité. C'est une mauvaise compréhension, beh, du sexe, mmh, des relations, en fait, entre les personnes, des relations respectueuses, et on le sait, ça a vraiment un impact aussi malheureusement sur ce qu'on appelle la culture du viol, donc l'idée, voilà, les personnes veulent forcément être forcées, que de dire non, c'est de dire oui, et on ne voit pas cette conversation autour du mmh. consentement et tout, donc il y a vraiment cette grosse problématique du contenu qui est partagé par ces sites aussi, et donc c'est ça qu'on sait, hein, bien entendu, c'est important d'avoir une législation. Je pense que, comme tu l'as mentionné, l'avoir cette première barrière, elle est extrêmement importante parce que, bon, on tombe tellement il y a tellement une grande quantité de personnes qui tombent par hasard. Mais au-delà de ça aussi, pour les personnes qui vont vraiment chercher, le contenu, que ce soit des liens qui étaient envoyés par des amis, que ce soit, voilà, par curiosité générale, c'est là qu'on revient vraiment à cette importance d'enseigner, d'avoir une éducation autour de ce qu'on appelle l'éducation à la pornographie, puis l'éducation aux médias. Parce que pour le moment, c'est cette pornographie en ligne finalement qui Mmh. fait office d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité. Il y a beaucoup de débats en France, et ailleurs en Belgique et puis au Canada actuellement, aussi sur, le fait qu'on n'a pas atteint les objectifs, en ce qui concerne l'éducation à la en France, il y a la loi depuis 2001 qui requiert d'avoir les 21 sessions d'éducation à la sexualité, et on a les chiffres, on est plus ou moins à 2 ou 3 sessions, 2,7 sessions sur l'entièreté de la scolarité. Donc l'éducation sexuelle, les jeunes Mmh. vont faire leur éducation sexuelle en ligne et ils vont avoir accès à ces vidéos qui vont pas du tout envoyer les bons messages sur à quoi est censé ressembler leur corps, les questions autour de leur identité sexuelle, leur orientation sexuelle, les intérêts, leurs relations aux autres. Tous ces messages-là, finalement, sont vraiment assez faussés, et donc on parle de cette idée de l'éducation à la pornographie, et comme je l'ai mentionné, l'éducation à la pornographie, en fait, c'est déjà quelque chose qui manque énormément. On n'a pas,
on n'a pas encore beaucoup d'éducation aux médias. Je trouve que on en a perçu beaucoup et puis on les voit pas toujours dans les curriculums actuellement. L'éducation aux médias, en fait, c'est de donner les outils aux enfants et aux jeunes pour comprendre ce qu'ils voient sur leur écran, de la publicité aux films, aux séries, aux contenus pornographiques, pour leur permettre en fait de vraiment devenir des consommateurs, des consommatrices critiques aux médias qui consomment, quels que soient les types de médias, parce que finalement, on le sait, la pornographie, c'est juste un autre type de média. Hein. De nouveau, en fait, la raison pour laquelle c'est si facilement accessible aux enfants, c'est parce que les sites pornographiques gratuits veulent aussi récupérer le plus d'utilisateurs, d'utilisatrices possible. Hein. Donc, le plus on a de clics, le plus Mm. ils se font de l'argent avec les publicités. Donc, ils n'ont vraiment aucun intérêt à rendre l'accès à leur site plus difficile. Alors, c'est de savoir, je sais qu'il y a beaucoup justement, on a vu quand vous êtes rentrés, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices aussi dans la salle qui nous ont rejoints ce soir. Pourquoi est-ce qu'on va avoir cette conversation justement autour de la pornographie et cette éducation sexuelle en général? Euh, Tout simplement parce que les jeunes, au-delà de tomber par erreur, quand ils vont chercher l'éducation, ils vont chercher de la pornographie, c'est parce qu'ils ont des questions. Et elles se posent des questions, ils sont curieux, curieuses sur la sexualité, et on le sait, rarement accès à une éducation qui est adaptée à leur âge, qui est fondée sur la science, et qui est donnée, dispensée par des personnes, des adultes de confiance. Hein. On se retrouve avec, voilà, on pose des questions, on nous dit, il ne faut pas parler de ça, c'est des choses qui sont tabous. De nouveau, les cours d'éducation à la sexualité ne sont pas donnés ou sont pas donnés de façon égalitaire à tous et à toutes. Donc, on se retrouve avec toutes ces questions sans réponse. Et on le sait aussi qu'au-delà de ça, la pornographie va avoir un impact sur le développement de leur vie sexuelle, sur les scripts sexuels finalement qu'on développe ensuite à l'adolescence et à l'âge adulte. Et donc, c'est vraiment important d'en parler, de parler d'éducation sexuelle en général, mais vraiment de parler de pornographie. Et je comprends que en tant que parent, en tant qu'adulte, ces conversations sur la pornographie, c'est quelque chose qui peut être gênant, qui peut vraiment vous mettre mal à l'aise. Parce que déjà, parler de sexualité, c'est pas quelque chose dont on a forcément l'habitude. Puis parler de pornographie, c'est quand même un défi en tant que parent, non? Ah oui. Ah C'est ouais. d'amener voilà, d'amener le sujet. Faut trouver le bon moment. Il faut trouver le bon moment. Et finalement, en fait, il y a plein de façons. Je trouve que cette chose de voilà, trouver le bon moment, c'est un petit peu toujours cette anxiété de se dire mais Mmh. comment est-ce qu'on en parle? Ouais, Il y avait une éducatrice que j'aimais beaucoup qui avait dit il faut pas essayer d'avoir une conversation de 100 minutes, mais il faut avoir 100 conversations d'une minute. exactement. Et Ouais. donc, c'est toutes ces petites conversations. Et quel que soit notre sentiment personnel par rapport à la pornographie, parce que, bon, ben, peut-être qu'en tant qu'adulte, soi-même, on consomme de la pornographie ou on a une abjection par rapport à ça, quel que soit notre sentiment par rapport à ça, c'est de ne pas aller juger le jeune par rapport à ça. C'est d'expliquer que c'est normal d'être curieux, c'est normal d'être curieux, c'est normal d'avoir des questions, mais qu'il faut qu'on ait ces conversations derrière de cette éducation aux médias, cette éducation à la pornographie, de bien comprendre la différence. Et il y a plein de façons dont on peut avoir ces conversations. Ça peut être même de simplement en regardant une publicité, hein, en regardant une série, de dire, tiens, ben là, ils sont en train de s'embrasser comme ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment comme ça que les personnes s'embrassent ou est-ce que on se pose la question avant de s'embrasser? Voilà. Hein, de poser Mmh. ces questions-là quand on regarde des films. Ouais. Alors, c'est là que je vais rapidement en profiter pour vous présenter justement les outils de Porn Conversation. Donc, c'est une série d'outils, de guides, de conversations et de curriculum, de programmes en fait pour les écoles qui sont, ben, comme j'ai dit, pour les familles, pour les éducateurs, les éducatrices, qui ont été développés par des éducatrices et par des sexologues. On a sa créatrice qui est là également. Si vous voyez Avril Louise, c'est elle qui a, en collaboration, créé tout ce contenu-là. Donc, c'est vraiment des guides qui sont là pour vous soutenir, pour savoir mais comment, hein, comme tu disais Camille, comment est-ce qu'on commence ces Ouais. conversations, comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce Mmh. qu'on lance le sujet.
Donc, ça va vous donner plein d'outils pour savoir un peu comment en parler. Ça donne des activités aussi si vous êtes des éducateurs, des éducatrices. On a vu pas mal d'enseignants, enseignantes pour aborder les conversations sur l'anatomie, sur la puberté. Donc, c'est pas juste la pornographie, hein, c'est tous les sujets connexes. Et puis, ben, tout le contenu qui va avec. Pour la petite histoire rapidement derrière, Porn Conversation, ça a été créé par Erika Lust. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui connaissent cette créatrice. Donc, c'est une réalisatrice indépendante de films pour adultes. Donc, elle a commencé depuis plusieurs années, plus de décennies, à faire des films pour adultes qui sont inclusifs, qui sont éthiques et qui sont positifs. Hein, donc, c'est vraiment de mettre en avant justement au contraire à ce porno mainstream et ce produit de masse, vraiment une diversité, vraiment de l'inclusion, vraiment du consentement. Donc, il y a plein de femmes derrière les caméras, des personnes racisées, des personnes de la communauté LGBTQA+. Et au-delà de ça, elle voulait vraiment aussi pouvoir créer deux points de conversation qui sont tous ces outils pour accompagner les adultes de confiance, les enseignants, les enseignantes, les parents et les familles à avoir ces conversations autour des médias et de la pornographie. Alors, vous allez avoir accès également aux outils gratuits. Donc, ici, vous avez le QR code pour l'accès à tous les guides de conversation et aux activités, aux programmes d'activités. Il y en a 3 à chaque fois, selon l'âge. Donc, il y a pour les plus jeunes, hein, les 8-11 ans, l'âge intermédiaire entre 12 et 15 ans, et puis du contenu pour les 16 ans plus. Donc, en fonction de si on est un adulte, voilà, un parent ou un membre de la famille, ou si on y va en tant qu'enseignant ou qu'enseignante. Donc, vous pouvez retrouver cette page-là avec le QR code. On vous enverra également toutes les personnes qui sont inscrites, tous les liens et toutes les informations pour avoir accès à ces outils. Et pour tous les adultes qui sont présents, vous aurez aussi accès à la fin de la page à 1 mois d'essai gratuit à la plateforme d'Erika Lust. Comme ça, vous pouvez voir aussi la différence avec de la pornographie, ben, déjà qui est payante, parce qu'il faut payer pour une pornographie qui est éthique, hein, il faut le savoir aussi, qu'il faut bien pouvoir payer les personnes qui font partie de ces films, les personnes qui sont devant et derrière la caméra. Je vous remets quelques liens ici également, si j'arrive dessus, voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur thepornconversation.org et sur ericalust.com. Comme j'ai dit, je vous enverrai, vous recevrez par email toutes les informations. Et on vous partagera également les liens de notre travail, travail de Camille et du mien. Vous pouvez retrouver toutes les informations, que ce soit par email à tess@yestes.ca ou sur mon Instagram où je partage énormément de contenu pour les professionnels, mais également pour les familles et pour les parents. Et Camille, où est-ce qu'on peut, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Alors enfin la meilleure façon de me contacter, c'est effectivement à cette adresse email, donc camille@ebouncers.fr. C'est donc le logiciel qu'on a créé avec mes associés. On est en train de changer de nom. Vous pourrez toujours me joindre à cette adresse-là, mais bientôt vous entendrez parler de opal.io. Voilà. Et j'ai hâte d'en savoir plus justement, Camille, sur le fonctionnement de Mhm, l'application. Comment est-ce que tu as parlé de plusieurs façons dont on mhm, peut mettre ça en place? Comment est-ce que ça fonctionnera mhm. pour ton produit? Oui. Alors notre produit en fait est vendu aux plateformes et en fait on permet aux plateformes d'avoir accès à l'ensemble des méthodes de vérification sans quitter justement leur environnement parce que c'est ce qu'elles craignent beaucoup comme tu le disais tout à l'heure, elles doivent capter l'attention des gens et ne pas les perdre sauf ceux qu'on ne veut pas. Voilà, et donc avec notre produit en fait ils sont dirigés vers la méthode de vérification qui les intéresse, qui est même localisée par pays, par nationalité, par Mhm. type de personnes et la vérification peut avoir lieu et ils passent directement sur leur contenu. Notez qu'on sera bientôt disponible également pour les réseaux sociaux parce que c'est exactement le même débat. Voilà. Oui, c'est certain, ouais, oui, c'est ça. Il y a Voilà. beaucoup de choses finalement au-delà de juste la pornographie qui est accessible en ligne. On le Absolument. sait,
Si on va, voilà, qu'on passe un petit peu de temps sur TikTok ou sur Instagram, Exactement. il y a quand même énormément de contenu qui vont Oui, au-delà de tout à fait. soi-disant Oui, ce qui est permis sur même ces sites-là. oui. Et j'ai vu, il y avait une question vraiment intéressante, puis je suis sûre que tu as la question. Il y Mhm. a Antoine Muller qui demande, puisque la loi, elle est nationale pour la France, est-ce qu'un VPN ne permettra pas très simplement de la contourner? Oui, c'est une excellente question et c'est le principal argument d'ailleurs des plateformes en question parce que effectivement, il suffit d'avoir un VPN qui vous localise ailleurs et qui permettra de contourner l'accès. Ça, c'est très vrai. Ce que l'on sait aussi, c'est que enfin, comme je le disais au préalable, ce qu'on veut, c'est enlever les contingents déjà de tous ceux qui tombent dessus par hasard et de tous ceux qui sont encore dans la tranche un peu floue, 8, 9, 10, 12. Ceux-là n'ont pas les moyens aujourd'hui, oula, il y en a beaucoup qui ont les moyens, mais en tout cas massivement, non pas massivement les moyens techniques, je veux dire, d'aller installer un VPN. Et effectivement, on n'arrivera jamais de toutes les façons. Enfin, le but n'est pas d'arriver au zéro consultation, c'est illusoire. En revanche, on peut Mhm. mettre des barrières et des difficultés tant que les enfants, en tout cas en âge de pouvoir le faire, se rendent compte qu'il s'agit d'une transgression, on est safe. Et en fait, on va dans une société qui va fonctionner. Ce qui ne va pas, c'est quand c'est disponible comme tout Mhm. et rien. Et c'est cette banalisation qui pose problème. Donc, on n'arrivera pas au zéro, mais on doit tout faire pour arriver à mettre des obstacles, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et justement, d'où vraiment cet intérêt que c'est pas juste une barrière, parce que juste mettre un interdit, en fait, surtout, enfin, moi, je me remets un petit peu dans ma tête d'une ado. Mhm. Hein, les trucs qui sont interdits, c'est pas forcément les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Donc, voilà, qu'il y ait une barrière supplémentaire, c'est bien parce que, comme tu le mentionnes, ça empêche ces 90% là de tomber dessus par hasard. Mais c'est aussi derrière d'avoir justement toute cette éducation toutes ces conversations. On ne peut pas juste C'est mettre ça. une barrière, il faut y avoir de l'éducation. Et je trouve que cette loi en France, elle est bien et qu'il y aurait vraiment, on voit qu'il commence à avoir un peu plus de Mhm. volonté au niveau de mettre en place, de renforcer l'éducation sexuelle à l'école, mais on veut vraiment voir aussi beaucoup plus. Mhm. C'est J'ai envie ça. de dire, de pousser pour ça, C'est exactement ça. parce que Et c'est ça qui manque. c'est pour ça que nous, donc on est une plateforme, d'ailleurs on ne s'adresse pas aux particuliers, nous on vend aux plateformes, mais on est Mhm. vraiment convaincu que l'éducation est le complément naturel de ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a ce type d'intervention avec The Point Conversation ou d'autres, justement parce que c'est le complément naturel, Ouais, c'est ça, enfin c'est c'est les deux essentiel. ensemble qui vont fonctionner. Alors, je regarde un petit peu. N'hésitez pas à aller rajouter vos questions dans le Q&A. Je remonte un petit peu ici pour retrouver les questions. Il y avait une question, enfin, quelqu'un qui demandait, les garçons ont besoin voilà, se masturbent dès l'âge de la puberté. Maintenant, les filles très jeunes font des vidéos. Comment protéger ou être responsable et aborder ce sujet avec les enfants qui sont aussi addicts au porno et en thérapie? Ben, on en a pas mal parlé, mais c'est ça, c'est que de toute façon, le besoin de la masturbation, c'est pas juste les garçons, hein, le développement voilà, pendant la puberté et des hormones et les envies sexuelles, c'est que ça arrive pendant l'adolescence, alors pas chez tous les ados au même moment ou certaines personnes qui n'ont jamais ces besoins-là ou ces désirs-là, disons. Mais voilà, c'est une découverte, en tout cas à ce moment-là, de leur sexualité et ça doit être accompagné avec les bons outils. Et c'est vrai que de nouveau, d'avoir accès comme ça de façon non régulée à toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est ça aussi l'éducation aux médias. C'est pas juste l'éducation à la pornographie, c'est de comprendre quand on utilise un téléphone, quand on est en lien sur Instagram, quand on est en lien sur TikTok, sur Snapchat, qui se trouve derrière, quelle façon, voilà, quel type de contenu est-ce qu'on peut partager et de comprendre que oui, c'est normal d'être curieux et d'être curieuse, mais d'avoir accès aux informations qui sont basées sur la science, qui sont basées sur quelque chose de positif aussi, j'ai envie de dire, parce que je comprends que les jeunes se posent des questions. Je comprends qu'ils les mettent sur Internet. Ils ne tombent pas toujours forcément sur de la porno en mettant ces questions sur Internet, mais ça se peut aussi qu'on trouve des informations qui ne soient pas vraiment hyper positives, j'ai envie de dire. Hein, si on pose des questions sur les infections transmissibles sexuellement, peut-être qu'on va trouver des informations pas super positives pour le corps. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir les conversations, je pense, aussi.
Je vois une question qui est peut-être un peu connexe, mais qui fait lien avec sur une question de Marie-Claire Pascal, sur un avis sur la série Sex Education, que là, je prends plutôt ma casquette de maman. Moi, je l'ai regardée avec mon ado parce qu'en réalité, elle était très drôle et surtout, elle lève la question de l'éducation à la sexualité. Là, elle est faite par un ado dans un endroit désaffecté. Et voilà. Et donc, il y a toute une demande, quelque part, des jeunes. Mhm. Et je pense que justement, tous les outils que The Point Conversation vous met à disposition permet d'éviter d'avoir ce cabinet clandestin de l'école. Et, voilà. Donc, je pense que ça permet de. C'est plutôt une bonne chose de regarder cette série. Voilà, petit aparté. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis une grande fan. Je pense que c'est. Il y a la nouvelle saison, c'est soit Demain, aujourd'hui, soit demain. Ouais, demain, c'est nous ça. attendons, nous sommes Hâte. prêts. Et justement, on l'a mentionné tout à l'heure, mais d'utiliser ce type de média-là, c'est une Exactement. super façon de commencer des conversations. C'est, Regardez-la ensemble, oui, regardez-la en elle est, famille et dire, ouais, tiens, Otis ouais. a dit telle chose à son ami. Exactement. Qu'est-ce que t'en On a penses? beaucoup parlé d'Otis et le meilleur ami qui s'assume, qui est ouvertement Oui, gay et qui se maquille et personne ne pose la moindre question. Et ça et c'est très, très, très positif pour l'acceptation de soi. Enfin, à recommander. C'est un très bon début de conversation avec vos ados, cette série, à regarder ensemble. Vraiment, je recommande chaudement. voilà. Donc, regardez pour ceux ou celles qui ont Netflix, allez voir la C'est série ça. Sex Education. Euh, une bonne façon de Ouais. commencer les conversations. Alors, je regarde un peu pour les autres J'ai questions. j'ai vu une petite question d'un spectateur anonyme qui demande si le porno peut mener à des problèmes d'addiction. Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est une question qui revient souvent. Mm, Euh, Toutes ces questions autour de l'addiction, finalement, l'addiction au sexe et l'addiction à la pornographie. mm, En fait, c'est de nouveau, c'est de pouvoir faire la différence entre quelque chose qui est la fiction et sa propre sexualité, ou en tout cas la sexualité avec ses partenaires et les personnes avec lesquelles on explore sa sexualité. Et en fait, souvent, cette idée d'addiction, c'est pas complètement une addiction, c'est plus le fait que la pornographie, parfois, nous permet d'être nous-mêmes parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir parler ou communiquer avec nos partenaires. mm, Et c'est peut-être d'aller justement parfois faire plus une recherche à ce niveau-là ou une introspection ou aller en parler à un ou une sexologue pour comprendre justement quels sont les blocages éventuels dans notre sexualité du fait de pouvoir discuter ou parler avec nos partenaires. Après, de nouveau, si on remarque que voilà, c'est quelque chose qu'on a besoin de regarder sans arrêt aussi, on peut aller demander de l'aide à mm, des professionnels qui travaillent là-dessus. J'appellerais pas ça une condition de dépendance, mais de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça vient compléter en fait dans notre sexualité. mm. C'est très, très juste. Une question d'Alaïs euh, qui demandait, du côté de l'éducation sexuelle et éducation aux médias, où en est la France? Peut-on faire un point sur la législation actuelle? Je sais que des heures d'éducation sexuelle sont obligatoires à l'école, mais ça reste très faible et ce n'est pas bien appliqué. Car comme vous dites, c'est ce levier qu'il faut utiliser. Alors, je ne sais pas répondre sur la législation. Peut-être, Tess, est-ce que tu sais où on peut... Alors, c'est la loi depuis 2001, hein, c'est les D'accord. 21, en fait, c'est Mhm. les 3 sessions obligatoires par an qui Oui. arrivent à 21 sessions. Donc, ça ne fait pas exactement depuis le début de la scolarité, hein, parce que je pense que ça fait sur 7 ans, du coup, les 7 dernières années de scolarité où il faut cette obligation de l'éducation à la sexualité à l'école. C'est 3 heures. Alors, on sait que ce n'est pas du tout respecté. Euh, les dernières choses que moi j'ai vues sur le sujet, c'est que bon, c'est des discussions qui se passent au niveau de l'éducation nationale. Il n'y a pas énormément de choses qui ont été mises en place pour assurer que c'est appliqué. Mais je sais qu'il y a 3 organismes français qui font mais justement un procès euh, contre l'éducation, enfin, je ne sais pas si c'est l'éducation nationale ou en tout cas Mhm. l'éducation générale. Et Mhm. donc, c'est SOS homophobie. Je pense que c'est le Mhm. planning familial. Et il y a un troisième organisme sur lequel Mhm. je ne reviens pas pour le moment, mais en tout cas, voilà, qui disent on a un problème, on ne fait pas cette Mhm. éducation à la sexualité. Et si on va regarder aussi, il y a tous les chiffres derrière, on voit que c'est pas mis en place. Maintenant, je pense que, il faut continuer à faire pression. Mhm. On voit qu'il y a un peu un push, hein, on le voit en France, on le voit en Belgique.
ouais. En Belgique aussi, il y a cette volonté de mettre en place l'éducation à la sexualité, mais il y a des petits groupes qui sont, voilà, font beaucoup de bruit, qui s'opposent à cette éducation-là. Mmh. Donc ça, enfin, c'est le grand défi. Hem, je vois une autre question d'Antoine qui dit: «En tant qu'enseignant au lycée, je me demandais s'il était pertinent et avec quel degré de précision d'orienter plutôt les jeunes vers des types de pornographie alternatifs, au sens large, audio porn, porn éthique, plateforme de récits érotiques, si on part du principe qu'il est inévitable qu'un certain nombre en consultent de toute façon?» Je trouve cette question, vraiment Mmh intéressante mh. parce que, beh, on le sait que ça reste quand même, la pornographie à moins de 18 ans et comme on le sait, il y en a, comme tu l'as mentionné Camille, qui vont trespasser quand même, Mmh. cette interdiction. Je pense que si on fait de l'éducation à la pornographie en médias au général, c'est d'encourager, de dire: «Pourquoi est-ce qu'on va chercher la pornographie, en fait, au début de la sexualité?» Mmh. et d'encourager les jeunes à comprendre qu'est-ce qu'ils voient dans la pornographie ou quel est le besoin de la pornographie derrière? Qu'est-ce que ça, Mmh. à quoi est-ce que ça vient répondre finalement? Hem, mais bien entendu aussi de questionner et de dire: ben oui, la pornographie qui est gratuite, c'est quelque chose qui est misogyne, c'est quelque chose qui est pas éthique, c'est quelque chose qui est souvent du contenu qui est volé et cetera et donc on peut parler du fait que, la pornographie, c'est quelque chose pour laquelle il faut payer. Mmh. Ouais. Après de nouveau, comme tu l'avais mentionné Camille, il faut quand même des cartes de crédit en général, donc est-ce Mmh. que les adolescents ont accès à ça? Mmh. Mmh. Ça rejoint un peu une question de Florian qui dit: «Comment critiquer la pornographie avec des ados sans être normatif?» Mmh. Parce que du coup, effectivement, quand on parle de ces sujets-là, alors bon, plus moi, effectivement, on est un peu militante, quand j'aurais tendance à en parler en disant: «Ça, c'est pas bien et si jamais il y a plutôt ces types-là qui vont être un peu plus éthiques», et effectivement, on a toujours le risque de braquer l'ado, et ça peut être dangereux. Donc comment faire pour ne pas être normatif? Je sais pas si Tess, tu as des tips? Heu, oui, en fait, c'est d'avoir cette lunette de Mmh. re de, critique, en fait, Mmh. du média. Oui. Donc justement, de dire, c'est même pas la critique de la pornographie en général, c'est la critique du média. Mmh mh. Donc c'est de comprendre ce qu'on est en train de regarder. Donc voilà, c'est de se poser en fait, c'est d'avoir toutes ces questions et on retrouvera dans les guides de Porn Conversation, il y a vraiment une liste pour chaque sujet de Mmh. différents types de questions qu'on peut poser pour analyser chaque média et en particulier, dans les contenus pour les plus âgés, donc les 16 ans plus ou les 12-15 ans, de réfléchir vraiment, beh, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les informations qui sont passées dans la pornographie? Donc, on n'est pas obligé de juste dire: «Voilà, il faut regarder qu'un seul type de contenu, il y a qu'un seul type de sexualité». Mmh. C'est de penser à la représentation de la sexualité au sens large. Mmh Donc mh. c'est d'aller, c'est d'aller se poser ces questions-là aussi. Mmh. Tiens, je vois qu'il y a une question légale. Oui. Hem, Mmh. je peux te la lire si tu veux. Concernant Oui. la publication du contenu pornographique, la pédopornographie est strictement Oui. interdite, au moins en droit français à ma connaissance. L'âge-play, en revanche, est légal. Qu'en est-il des fictions évoquant la pédophilie, mais n'impliquant pas de pédocriminalité, par exemple les BD ou les animations 3D sur, le thème de l'inceste? Ouais. Alors ça, c'est un sujet, on pourrait y passer des heures, mais, hem, concernant la pédopornographie, là, ça, enfin, les choses sont très claires, c'est évidemment complètement interdit. Les plateformes ont commencé à s'équiper de logiciels de reconnaissance, physique. Donc Mmh. aujourd'hui, ils sont capables de trier, les contenus à l'entrée et on sait qu'une grande partie des contenus des plus grands, enfin des plus grandes plateformes aujourd'hui ont été purgés de centaines de téras de contenus où on reconnaissait des gens trop jeunes pour être sur ces plateformes. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne et c'est plutôt bien audité et ça fonctionne à peu près partout. Donc sur l'âge des acteurs, des gens qui sont à l'intérieur des contenus, on est plutôt bon. En ce qui concerne les fictions sur la pédophilie, là, il y a tout un débat autour de l'art, autour de la liberté d'expression, de la fiction, quelque chose qui n'est pas réel. Mmh. Et là, le débat est un peu plus complexe et c'est surtout un débat de société. Comment est-ce qu'en tant que société, on veut fonctionner autour de ces sujets? Là, il faut continuer à débattre.
et je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Je comprends les deux côtés. Je pense que la question faisait peut-être référence à on va dire un cas qui est en cours depuis quelques mois. Mhm. Et voilà, je peux entendre théoriquement les deux côtés, mais je peux aussi entendre les détracteurs des deux côtés. Donc là, il faut qu'on tranche en tant que Mhm. société, tous ensemble. Tout à fait, parce que de nouveau, enfin, c'est les conversations autour de la sexualité. Hein. De nouveau, dans la pornographie gratuite, on voit beaucoup aussi de culture du viol, de non-respect du nom, enfin voilà, de toutes ces choses-là qui sont mis en avant et de nouveau d'aller comprendre derrière pourquoi est-ce qu'il y a un besoin justement d'aller mettre des vidéos qui parlent très très souvent quand même de l'inceste, des relations voilà, dans les fratries et d'aller questionner tout ça parce qu'on sait en France et ailleurs en Europe et à travers le Canada et l'Amérique du Nord, on sait quand même que quand on parle de pédophilie, quand on parle d'inceste, on est quand même à un enfant sur cinq, donc un enfant en dessous de 18 ans sera victime d'agressions sexuelles dans sa vie. Donc c'est quand même important de remettre ça en place et de comprendre qu'il faut aussi justement changer le discours qu'on a autour de la sexualité et de se poser une question, pourquoi est-ce qu'en tant que société, ben justement, il y a ce besoin de sexualiser ou en tout cas Mhm, d'érotiser mhm, ce thème de l'inceste? mhm, Donc c'est certain que, comme tu le dis, c'est aussi un débat. On est déjà à 45, on va regarder un petit peu mhm, les questions qui mhm. restent. Il En y a... tant qu'intervenante, nous nous retrouvons à discuter de la sexualité en ligne avec les jeunes de 15 à 18 ans, classe de la troisième jusqu'à la terminale, que nous n'avons jamais rencontrés la plupart du temps. Euh, Aborder ces sujets peut être très difficile. Auriez-vous des conseils à nous donner pour faciliter la discussion tout en maintenant un cadre souvent scolaire, s'il vous plaît? C'est une très bonne question. Donc, justement, si on tourne, je vais les remontrer ici aussi, s'il y en a qui veulent reprendre le QR code. Tous les curriculums d'activité, c'est des curriculums d'activité qui font, je pense qu'ils font chacun entre 100 et 120 pages. Et il y a point par point des ateliers pour parler de la pornographie. Donc moi, je me suis servie d'un des plans d'activité justement pour parler de la pornographie qui reprend quelques conversations qu'on peut avoir, les questions qu'on peut aborder. J'ai repris voilà, quelques vidéos. Donc moi, ce que j'aime bien souvent quand je fais la présentation, c'est de faire la transition justement entre cette éducation aux médias et l'éducation à la pornographie. Donc, de réfléchir que n'importe quel média, c'est quelque chose sur lequel on doit cliquer. Et la pornographie, c'est la même chose. Donc, voilà, je vous conseille vraiment d'aller retrouver le curriculum parce qu'il y a un atelier hyper bien détaillé sur ces questions-là. Et ta réponse, elle marche aussi pour Olivier, hein. Vous avez posé la question. Je suis prof de cinéma, mais dans mon lycée, les cours d'éducation sont confiés à des profs qui ne parlent que des maladies. Effectivement, je me Mhm, rappelle de ces cours-là. C'est très peu ragoûtant, on en sort complètement écœuré. Comment imposer une éducation à l'image pornographique? Et effectivement, les ateliers de The Porn Conversation pourraient probablement vous aider. Et il y a un petit tips de Suzanne qui dit, et je trouve que c'est très intelligent, pour la critique de la pornographie avec les jeunes, pour ma part, je leur demande à votre avis, est-ce que est-ce interdit aux moins de 14, 16 ou 18? Puis je leur demande, à votre avis, pourquoi c'est interdit aux moins de 18 ans? Quels peuvent être les impacts? Et souvent, effectivement, c'est un bon moyen d'initier la conversation et on voit qu'ils savent. Donc, c'est important aussi mhm, voilà, de les rendre acteurs un peu du sujet. complètement. Voilà. Ouais. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment, c'est toutes ces questions-là, en fait, c'est de leur demander de réfléchir là-dessus, c'est de développer cette vision critique, finalement, du Mhm. média et de la pornographie. Et alors, j'avais une dernière question Mhm. que je trouve intéressante. Peut-être que tu as t'as la réponse, Camille. Sophie qui nous parle des élèves qui lui racontent qu'ils sont souvent exposés à la pornographie sur les groupes Mhm. WhatsApp. Mhm. Est-ce que WhatsApp, donc qui fait partie de Meta hein, maintenant aussi, pourrait développer un moyen d'empêcher le partage de ce genre de Ah. contenu chez les jeunes? Alors, la réponse est oui, il pourrait. Et même de façon, on va pas dire facile, mais en tout cas, c'est faisable techniquement aujourd'hui. On sait qu'on peut bloquer ce genre de médias. La question est encore une fois une question de société. Est-ce qu'on veut une société où on n'a pas le droit de partager, même des blagues, est-ce que par exemple du Riser,
Est-ce que j'ai le droit d'envoyer une image de Reiser, dont vous connaissez ce dessinateur des années 70 avec des dessins extrêmement graveleux, mais toujours très drôles de mon point de vue complètement personnel. Est-ce que j'aurais le droit d'envoyer une image comme ça à un groupe d'amis sur WhatsApp? Eh ben, la réponse est très difficile. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'aurais le droit? Et donc, la question étant difficilement répondable, c'est pas très français, mais ben, on peut pas donner de réponse type. Du coup, euh, les sociétés ont décidé plus ou moins de ne rien faire, ou alors je pense qu'ils bloquent les contenus Mhm. franchement licencieux. Donc du coup, c'est un peu, c'est plus là qu'ils vont agir, mais comment est-ce qu'on agit au global? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a le droit de bloquer? Qu'est-ce qu'on a le droit de diffuser au sein de groupes d'amis? Et on le voit aussi, ben, justement, déjà avec leurs autres sociétés, donc avec Instagram et YouTube. Facebook, il y a tout un problème, en tout cas de mon point de vue, qu'on voit quand on Mhm. veut faire de l'éducation à la sexualité sur les réseaux sociaux, Mhm. que c'est très souvent bloqué. Oui. Donc, c'est à deux tranchants, malheureusement aussi, c'est que c'est là pour bloquer les Mhm. contenus qui sont illégaux, qui ne sont pas faits C'est pour ça. ces plateformes-là, parce qu'on ne veut pas de la pornographie en libre accès sur les Exactement. réseaux sociaux non plus. Mais de l'autre côté, ça bloque beaucoup de créateurs et de Mhm. créatrices de contenu de mettre en avant des informations, des vraies informations sur la sexualité, Mhm. sur la prévention des ETS, Ouais. sur la sexualité positive au sens large. Donc, c'est certain, comme tu le dis, que c'est difficile, en fait, à mettre en place. Mhm. Après, est-ce que WhatsApp pourrait peut-être plutôt mettre quelque chose voilà, qui va faire un rappel ou Mhm. où on peut signaler plutôt Éventuellement. peut-être Oui. certains types de Et ce qu'il faut contenus? comprendre, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, vu la quantité de contenu qu'ils ont, ce n'est pas modéré par des humains, mais bien par des machines. Et c'est aussi pour ça que la machine C'est ne ça. sait pas faire le tri entre l'image d'un Mhm. enfant qui est au sein et qui tète et un téton montré sur une image Facebook. Et la machine n'est Ouais, pas capable aujourd'hui c'est de faire ce ça. tri. Voilà. Alors, bah, écoute, on va prendre la dernière question Oui. ici qui reste. Alors, la difficulté par rapport à d'autres formes d'éducation aux médias comme la pub, c'est on peut évidemment pas partir d'exemples qu'on leur montre. On risque de parler d'un objet assez Mhm. vague et dans bien des cas, une partie des intervenants ou des intervenantes vont Mhm. aussi avoir une représentation un peu vague et en décalage avec l'expérience des jeunes. Je pense que comme l'avait mentionné Suzanne aussi, c'est de remettre, en fait, c'est d'inverser la question, c'est de remettre les jeunes et les adolescents au centre de la conversation et de les laisser discuter sur qu'est-ce qu'ils pensent qui est représenté dans la pornographie, qui n'est pas forcément la réalité. Et on va voir que même si personnellement, on n'a pas consommé de la pornographie récemment en tant qu'éducateur ou éducatrice, de nouveau, il y a quand même une liste assez précise des choses qui sont utilisées dans la pornographie qu'on peut expliquer, hein. Donc, il y a tous les trucages, par exemple, que ce soit les trucages au niveau de la représentation du sexe, au niveau de la représentation des parties génitales. Donc, on le sait que Mhm. bien entendu, il y a de la chirurgie esthétique, mais il y a aussi du maquillage. Il y a des trucages au niveau du sperme, par exemple, Mhm. également. Il y a des trucages, enfin, simplement, il y a du jeu d'acteur dans la façon de s'exprimer ou de la façon de répondre à certaines choses. Et dans n'importe quel film, il y a une caméra, il y a une direction, il y a une personne qui fait la lumière, il y a quelque chose qui se passe avant, qui se passe après. Donc ça, c'est toutes des conversations qu'on peut avoir, même sans aller rentrer dans une image spécifique qui pourrait être vue dans la pornographie. C'est de leur donner ces premiers outils de réflexion autour de la création d'une image ou de la création d'une vidéo. Et ensuite, avec ce bagage-là, d'y repenser la prochaine fois qu'ils sont exposés ou qu'ils vont chercher de la pornographie. Mais vraiment, je vous engage à aller voir le curriculum qui est disponible sur la plateforme et d'aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut répondre justement Mhm. à ces questions-là. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal d'autres choses, mais on arrive un peu vers la fin du temps qu'on avait alloué pour cette présentation. Je ne veux pas qu'on prenne trop de temps aux personnes. Cependant, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres choses que les personnes veulent aborder ou qui sont des questions directement pour des points de conversation ou qu'ils ont des questions pour Camille ou que des questions pour moi, je vais remettre ici les Mhm. informations en plus. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de pointconversation.org.
Et vous pouvez directement nous contacter également. Vous pouvez contacter Camille sur son adresse email à camille@ebanser.fr. Vous pouvez me contacter directement sur mon adresse email également à tess@yestes.ca. Et je parle en deux noms pour dire qu'on se fera un grand plaisir de répondre à toutes les questions qui viendront, mais qu'on pourrait aussi passer des heures à en parler. Ouais, on pourrait rester. En tout cas, merci Camille. C'était Merci à hyper tout le monde. intéressant. Je me Oui, posais merci pas mal de Tess. questions sur cet aspect législatif, puis c'est bien d'avoir ces informations-là supplémentaires. Mmh. Merci à tous. Merci, Merci Tess et puis merci toute à tout le l'équipe, monde. de Point Conversation pour l'organisation parce que c'était, vraiment, toute une organisation derrière pour pouvoir mettre tout ça en place. Merci à tous les participants. Merci à tout le monde. Merci à Point Conversation. Et on vous a dit, on vous enverra l'enregistrement de cette vidéo aussi si, voilà, si vous aviez raté le début ou peut-être raté la moitié. Mmh Donc, on mh. pourrait revisionner ce webinaire. Merci à tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée. Merci Camille. On se reparle bientôt. Merci. Au revoir.